Azul Fellawan, Amk Selim, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous passez de bons moments, même si la situation du confinement à cause de cette pandémie qui a trop tardé euh, ne nous offre pas beaucoup d'espace pour pouvoir vivre aisément, mais on essaie quand même de survivre. De toute façon, nous les Algériens, la question de survie, nous avons l'habitude puisque nous avons jamais goûté à la vie comme nous l'aurions souhaité, c'est-à-dire la démocratie, les droits de l'homme, la quiétude, la convivialité, se promener quand on veut, aller où on veut, avoir les moyens de faire ce qu'on veut, enfin un minimum, etc. Mais j'espère que vous allez quand même bien. Euh, Pendant la semaine qui s'est écoulée, nous avons célébré la mort de trois personnalités qui ne sont pas des moindres, à savoir donc Mohamed Haroun, euh, Daqvou, un militant de la cause identitaire qui n'a jamais baissé les chaînes jusqu'au jour où il meurt. Une mort précoce. Nous avons perdu en lui le militant, la détermination et surtout l'école. Puisque de tous ceux qui l'ont connu, tout le monde atteste qu'il ne cesse de dispenser de l'apprentissage autour de lui, là où il va. Nous avons aussi perdu Frère, le Mouzabite, l'Ibadite, pour ne pas faire plaisir à certains qui aiment que tout le monde pense comme eux, qui n'admettent pas la différence. Donc le Mouzabite, l'Ibadite, le médecin, le militant impénitent, celui qui a préféré donc vivre la prison, la torture, la privation, la traque, le licenciement, la mise à l'écart, la marginalisation, la stigmatisation, mais rester digne. Et voilà l'une des images qu'on retiendra de lui, la dignité, l'honneur et la conviction d'aller jusqu'au bout de son combat. La troisième personnalité, c'est celui qui est décédé un certain 2 juin, mais qui a été frappé mortellement le 28 mai. Tahar Djaoud Doulkhou de la Daïra d'Asfoun en Kabylie et journaliste, écrivain, essayiste, philosophe, concepteur de théorie de la vie, poète. Il nous a pas dit de son vivant 5% de ce qu'il aurait pu offrir à toute l'humanité. C'est un gisement de connaissances et de savoir, d'idées et de propositions. Voici la force tranquille. Lui aussi, c'est le symbole de la résistance. Voilà un homme, ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont réussi à vaincre la peur comme il a fait Tahar Djaoud. Il savait qu'il allait mourir. Et tout le monde connaît cette célèbre citation. Alors, dit, il meurt. Parce qu'il savait que s'il continuait, ses détracteurs l'ont menacé à maintes reprises, ils le guettaient, ils le surveillaient à la moindre erreur. Pour eux, écrire est une erreur.
à la moindre erreur, pour eux, manifester ses aspirations comme bien démocratiques est une erreur. Pour eux, commettre l'erreur, pour eux, c'est de défendre sa culture, sa civilisation et son histoire, sa langue, celle de sa mère et de son père. Très algérienne, la langue amazigh, la langue kabyle. Djaout est mort aussi très subite. On ne s'attendait pas. Le premier journaliste assassiné par la horde assassine, le fondamentalisme. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a réellement tué Tahar Djaout. Officiellement, Tahar Djaout a été assassiné par des barbus. Ils sont algériens, sont prêts à mourir pour un État théocratique. Donc ils tuent autour d'eux tous ceux qui n'aiment pas la religion, qui sont religieux mais sont laïcs, ou alors tout simplement qui sont religieux, ils manifestent leur religiosité, donc ils ne sont pas laïcs, mais très modestement. Le fondamentalisme, c'est la religion à outrance, d'une façon fondamentale, il n'y a que ça, et d'une façon hégémonique. Tout ce qui a été dit par Dieu, le prophète, est juste, le reste est inadmissible. Donc voilà un peu pourquoi Djaout est mort, entre autres. Hein. Le Mouzabit aussi, le grand médecin, Frère, est mort parce qu'il voudrait préserver, protéger, pérenniser et perpétuer une culture ancestrale très propre à la communauté mouzabite, pourtant minoritaire, n'ont jamais déclaré la guerre à personne, ils n'ont jamais voulu imposer à quiconque leur point de vue, ils veulent juste vivre comme ils le pensent, à tort ou à raison. Je pense que c'est une liberté. C'est tout à fait démocratique que quelqu'un vive comme il le désire, s'il ne porte pas atteinte à lui-même, à sa santé morale et physique, mais surtout s'il ne porte pas atteinte à autrui physiquement et moralement, il n'y a absolument aucun problème à ce qu'on le laisse en toute quiétude exercer son culte ou sa spiritualité. Donc il y a aussi ici une raison, entre autres, le fait que les Mozabites ont un rite particulier contraire à l'islam de l'État algérien. Ça n'a pas plu aux tenants du sérail, à ceux qui nous gouvernent, à ces dictateurs, oligarques. Mohammed Haroun est officiellement, du moins selon ce que je sais de lui, il n'a jamais dit qu'il n'est pas musulman. Mais c'est Mazirth avant tout. D'ailleurs, il est bien d'accord, si je suis bien renseigné sur lui, il est bien d'accord à ce que l'islam soit pratiqué, soit assumé, mais en kabyle, en tamazight. C'est-à-dire, en un mot, il te dit, nous voulons de cet islam, mais sans tout cet apport civilisationnel de la région moyen-orientale, et cette culture, toute cette histoire, tous ces personnages que nous devons adorer, que nous devons aimer, comme si nous étions justement de la région où est apparu l'islam. Et moi, je suis bien d'accord avec Mohammed Haroun, parce que si l'islam est une religion qui est
valable à toute l'humanité. Les Inuits au pôle Nord vont rester avec leur manteau en peau douce et leur barque, avec leur culture et us et coutumes, tout en priant, tout en faisant l'adoration de Dieu, tout en faisant leur carême, par exemple s'ils veulent bien devenir musulmans. Et c'est la même chose pour toutes les cultures jusqu'aux aborigènes de l'Australie. Je peux rester aborigène avec ma tenue sur le plan vestimentaire, je vais porter le prénom de mes ancêtres, je vais cultiver ma terre à la façon avec laquelle mes ancêtres le faisaient depuis toujours, jusqu'au jour où je dois m'améliorer, si je dois m'améliorer, c'est-à-dire je vois l'utilité de la chose en fonction des conditions socio-économiques et historiques. L'humanité évolue et la société aussi. Ces trois personnages sont morts, entre autres bien entendu. Ils ont une raison commune, chacun pour des raisons, mais il y a quelque chose qui les unit, c'est le fait qu'ils ne sont pas musulmans, comme les tenants du pouvoir l'entendent. Et là, la question de la religion se repose et s'impose. Et le débat de société vient encore une fois s'imposer à nous pour que nous puissions répondre avant que ça soit trop tard. De quelle religion voulons-nous? De quel rite? ما هو المذهب? Est-ce que de sunna? Est-ce que de sharia? Est-ce que d'une façon laïcisante? Est-ce que l'islam doit être religion d'État ou doit-il appartenir au peuple? Toutes ces questions doivent être réfléchies, analysées et discutées en toute sérénité, objectivité et bien entendu de préférence par des spécialistes en religion. Malheureusement, Harkoun est mort, mais il y en a d'autres. Et moi, je suis démocrate. Tous ceux qui sont spécialistes de la religion peuvent s'attabler, y compris ceux qui appellent au meurtre. À la limite, la démocratie voudrait que l'essentiel, que chacun prenne la parole et argumente et justifie. Le peuple décidera. Moi, je suis bien d'accord à ce que la majorité l'emporte. Mais d'abord, dans la période de transition à laquelle l'insurrection populaire qui dure maintenant depuis 1 année et demie appelle, doit contenir justement, parmi tous les thèmes que nous devons discuter, la question de la religion. المقرانيون que Cheikh Haddad, qui ont été parmi les précurseurs de la révolution algérienne, puisque le pouvoir ne veut pas assumer les insurrections populaires. Et pourtant, sans elle, rien ne se ferait en 54. Mais la myopie politique oblige, parce qu'aucun ancêtre des gens qui sont dans le sérail n'a été dans les insurrections populaires, d'ailleurs, y compris au XXIe siècle, y compris au XIXe. Donc, ils n'ont jamais été ni dans les insurrections, ni dans la lutte armée officielle de 45 à. Mais ils préfèrent quand même assumer que la partie qu'on ne peut pas omettre, c'est la révolution officielle, c'est-à-dire 54-60. Cheikh Haddad el-Mokrani, si je dois prendre un exemple, Cheikh Mohamed el-Hussein aussi. Mais je préfère les deux parce qu'ils ont été des hommes qui ont porté les armes et qui sont morts, armes à la main, sur le champ de bataille. Ont adoré Dieu à leur façon.
Rahmaniya, c'est une façon, une conception de la religion propre à cette région, d'ailleurs à tout le nord de l'Algérie pendant une période, mais que l'État algérien ne veut pas assumer. Donc, doit-on accepter l'islam comme religion d'État? Si c'est le cas, de quel islam s'agira-t-il? Est-ce que ça va être l'islam que choisira le peuple? Donc nous devons donner la parole au peuple. De quel rite sera-t-il question? Ou alors doit-on évacuer tout simplement et définitivement la religion de l'État pour que l'État puisse être neutre et appartenir à toutes les couches sociales et à toutes les classes? Non pas seulement les musulmans dans leurs différences, mais aussi les autres communautés religieuses et ceux qui n'en ont pas du tout. Il faudrait que les Algériens réfléchissent individuellement à toutes ces questions, puissent se faire un avis, une opinion et des principes concernant la religion ou comment doivent-ils pratiquer leur religiosité. Ensuite, venir dans un débat public et essayer de convaincre les autres, pourquoi pas. C'est comme disent les anciens. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Un jour viendra où nous allons nous cogner la tête contre le mur quand on se rendra compte que nous sommes l'une des dernières sociétés au monde, et pourtant à quelques kilomètres de Marseille, qui perd son temps dans un faux débat, celui de la religion. Je dis un faux débat parce que la religion, normalement, il n'a absolument rien à voir dans les institutions de l'État. Bon, individuellement, on peut être directeur de wilaya ou même femme de ménage dans une institution et embrasser telle ou telle religion. Mais pour en faire un mode de fonctionnement d'un État, c'est bonjour les dégâts. Et c'est ce qui s'est passé depuis 62 jusqu'aujourd'hui. Nous allons encore mourir. Il y aura des emprisonnements parce qu'il y aura toujours des gens dehors pour dire à ces dictateurs, à ces despotes qui, par faute de propositions concrètes et objectives, réelles et efficaces pour les masses populaires, ils préfèrent nous entraîner dans un faux débat, celui de comment doit-on prier, qu'est-ce que nous devons faire pour un voleur, doit-on lui couper la main ou le doigt ou tout le bras, que doit-on faire pour ceci et pour cela, alors que c'est le peuple qui doit décider. Les vrais enjeux de l'avenir économique et politique de l'Algérie, ils sont au niveau de la géopolitique, économique, donc agricole, industrielle. Ils sont au niveau de l'école, sont au niveau de la technologie et de l'invention, de la création, sont au niveau surtout de la confiance entre le citoyen et les responsables qui parlent au nom de l'État, donc au nom de l'Algérie. Un petit exemple peut-être bête, mais moi je suis un Algérien qui est réellement dans la rue chaque jour. Je ne suis pas de ces politiciens qui sont dans les hôtels, qui appartiennent à une classe sociale de privilégiés et selon ce qu'ils entendent, ce qu'ils écoutent, ils développent pour se faire valoir ou pour se présenter à des échéances. Moi, je parle du vécu.
je suis algérien, j'ai essayé, parce que je croyais que c'était vraiment l'État appartenait réellement à tous les Algériens, désespérément, mais quand même, je ne perdais pas espoir. J'ai essayé de demander des choses, de vouloir, parce qu'en Algérie, tu ne peux absolument rien faire sans l'État, puisque tout vient des institutions et tout revient aux institutions. Eh bien, si je n'ai pas réussi à m'émanciper, à m'enrichir, enfin, à me faire une situation, c'est justement parce que si tu n'as pas quelqu'un au niveau des institutions, tu n'auras rien. Si tu n'es pas accompagné par quelqu'un, si tu n'es pas recommandé par quelqu'un. Et vous savez, pour être recommandé ou orienté ou intégré dans les mailles dans le sillage, dans les institutions et pour avoir des privilèges, il faut justement montrer la patte blanche. Et la patte blanche pour eux, c'est quoi? C'est être religieux, mais comme ils l'entendent. Ça ne sert à rien les diplômes, les compétences, le patriotisme, ils ont une façon d'aimer l'Algérie que je ne partage pas. Et je ne pourrai jamais être convaincu de leur façon, de leur définition du patriotisme. D'abord, ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils étaient leurs pères, qu'est-ce qu'ils étaient leurs grands-pères pendant les grands mouvements nationaux. Ensuite, aujourd'hui, ils peuvent nous donner des leçons de patriotisme. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Algérie? Est-ce qu'ils ont construit au moins une petite usine? Est-ce qu'ils ont fabriqué quelque chose? Est-ce que leurs enfants, aussi privilégiés qu'ils sont, ont eu des diplômes qu'ils méritent? Ils ont été dans des écoles prestigieuses, qu'ils ont réussi à avoir un prix, une médaille, une, une récompense quelconque pour leur travail. Ils ont gaspillé pour leurs enfants, leurs épouses, leurs amis, leur famille des sommes colossales, mais pour rien. On ne les compte pas parmi l'intelligentsia. On ne les compte pas parmi ceux qui font la fierté de l'Algérie, qui ont généralement dans la diaspora, qui sont justement des fuyards, des exilés. Les gens qui ont fui l'Algérie par leurs propres moyens, par désespoir, qui ont réussi ailleurs. Leurs enfants qui ont été dans les plus grandes écoles, qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu puisqu'ils veulent se faire passer pour les représentants de Dieu sur terre et pour les meilleurs religieux? La preuve, ils te disent, si vous n'êtes pas musulmans comme nous l'entendons, vous êtes des faux religieux. Djaout, Fokhar et Haroun sont morts parce que ils ont compris que la manipulation de la religion à des fins politiques va faire mal au pays. Ils sont morts parce qu'ils étaient conscients. Et le pouvoir avait peur d'eux parce que justement, la façon avec laquelle le pouvoir utilise la religion, quand je dis le pouvoir, c'est vrai que c'est un débat de qui revient à chaque fois, mais moi, je ne fais pas de différence entre les deux faces d'une même pièce. L'extrême droite en Algérie, parce que beaucoup d'Algériens ne savent pas que nous avons une vraie classe politique, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, mais qui appartiennent toutes ces différentes composantes au pouvoir. Le pouvoir en Algérie a réussi à se faire une classe politique, sauf des exceptions, que celui qui se sent morveux se mouche. Cette classe politique a sa tête l'extrême droite. Je pense que quand l'extrême droite a pris le pouvoir, ça lui arrive, d'ailleurs il a tardé, il est parti difficilement, tout à fait récemment. Il n'y a pas que elle qui est l'Aïsabin, mais le pouvoir essaye de jouer sur ça pour nous aveugler
en croyant qu'il va tromper le peuple et nous allons croire qu'il n'y a que l'extrême droite, c'est-à-dire Boutef et ses acolytes qui sont le mal. Réellement, le mal, c'est toute la classe politique que le Serail a enfantée depuis 62. Tout le monde. Sinon, que le débat public démontre le contraire. Si parmi les hommes qui ont exercé le pouvoir, il y a quelqu'un qui a fait du bien à ce pays, qu'est-ce qu'ils attendent, leurs partisans, leurs amis, leurs familles, à dire, voilà ce qu'a fait mon père, mon mari, mon frère, mon ami, mon chef de parti, celui avec qui je partage les convictions, qu'il nous convainc que nous sommes dans le tort. Ils ne feront qu'applaudir. Nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour la démocratie au sens propre du terme, y compris dans l'exercice du culte religieux. Si l'islam doit devenir l'opium du peuple, je combattrai l'islam. Mais je sais que l'islam a été réduit à devenir l'opium du peuple pour servir une caste. Je préfère ne pas parler d'islam parce que je pense que la religion, on lui doit du respect. Par son côté mystique, par son côté divin, par son côté spirituel. Ce serait malheureux que nous nous rabaissions à ce niveau, mais le pouvoir nous a entraînés sur ce terrain. Si je persiste et je signe, il y a réellement un faux débat parce que les véritables débats, c'est comment maintenir le sachet de lait dans les épiceries pour que les gens ne puissent pas faire l'aumône pour avoir un sachet de lait et une baguette de pain. Et je parle du minimum parce que le luxe, on n'en est pas encore là. Je suis désolé de vous avoir un peu opportuné par mes propos. Je vous remercie de m'avoir écouté et le débat reste ouvert parce que il faudrait qu'on s'entende d'abord avec nous-mêmes, puisque la religion, je suis bien d'accord avec ceux qui disent que c'est un acte individuel. Moi, je ne serais pas du tout étonné, bien au contraire, que dans un foyer, qu'il y ait quelqu'un qui est laïque, quelqu'un qui est pratiquant, quelqu'un qui est plutôt sceptique, quelqu'un qui essaye de voir. Moi, je vais voir encore, je suis en train de chercher, je vais voir est-ce que je vais. Et quelqu'un qui n'est pas croyant, etc. Si, dans le respect. Contraire, c'est comme ça que les débats seront riches. La différence est enrichissante quand il n'y a pas d'arrière-pensée, quand il n'y a pas l'hégémonie. Ce n'est pas le cas de l'oligarchie qui nous gouverne. Voilà pourquoi il Merci.